Salam alaikum, Azul, bonsoir. Plus que de soulever un immense tollé en Algérie sur ce récent scandale de caméra cachée d'une télé algérienne, celle-ci est en train de défrayer la chronique internationale, où la vidéo de cette émission est en train de devenir virale dans les réseaux sociaux et même dans la presse étrangère qui ont fait des gorges chaudes. Cette émission de la chaîne Numidia, diffusée la première soirée du Ramadan, a profondément heurté les Algériens. Le programme en question ne promettait pas moins que de faire gagner une femme à un célibataire, une épouse, à un célibataire qui cherche donc à se marier. Un peu comme on gagne une poupée à la foire foraine. La première chose qui saute tout de suite aux yeux est que la chaîne a laborieusement choisi le candidat, un homme visiblement fragile, candide, particulièrement confiant en ces gens qui l'ont invité sur un plateau télé. Un journalier qui a visiblement des difficultés matérielles et tout particulièrement celle de pouvoir enfin se marier et de se loger. Alors, le programme lui propose justement de gagner, après avoir répondu à de sommaires questions, une jeune femme et qui a son propre appartement en plus. Et ainsi, après avoir posé plusieurs questions aux prétendants, dont certaines particulièrement humiliantes, pour susciter ce rire gras des plus frustres aux dépens du malheureux invité, l'animateur lui apprend qu'il vient de gagner une femme, une épouse, qui est labas alayha, c'est-à-dire qu'elle travaille et qu'elle a un logement, un privilège en Algérie. L'animateur informe son invité que s'il n'est pas satisfait du choix, c'est-à-dire si la femme ne lui plaît pas, on pourrait la lui changer à la limite, comme n'importe quelle autre marchandise. Et il se tourne vers ses assistants pour leur demander ce qu'il reste comme cadeau dans la camelote. On lui répond Zama et il leur commande d'envoyer le cadeau. Le cadeau. Et voici qu'entre en scène une jeune femme bien en chair, dodue, à souhait, hijab en haut et pantalon très ajusté en bas. C'est le cadeau. Une femme qui se laisse offrir à un célibataire qu'elle ne connaît même pas, avec lequel elle n'a même pas échangé une seule parole, et qui vient de gagner un jeu de questions-réponses. Qui vient de la gagner, un jeu de questions-réponses. L'invité est stupéfait, bouche bée, le regard se promenant sur les formes du cadeau, puis sur son visage. Il est vraiment sous le choc. Mais il garde, malgré tout, beaucoup de dignité. Il marque une petite hésitation, puisque, dit-il, sa famille n'est pas au courant. Et voici que le cadeau entre en jeu avec des envies de fou rire qu'elle fait semblant de contenir, pour inviter en quelque sorte les téléspectateurs à ne pas se gêner et à profiter de la bonne rigolade que leur offre la naïveté émouvante de cette malheureuse victime. L'animateur, soit dit en passant, qui est d'une stupidité insondable, qui ignore vraisemblablement jusqu'au sens de la dignité humaine et de l'éthique de sa profession, n'en finit pas de rabaisser son invité, en l'offrant en pâture, au rire des gens qui raffolent de ce genre de parodie, de la moquerie épaisse, de la raillerie vicieuse, du lynchage sadique, qui se veulent de l'humour. Nous allons vous passer, juste après cette introduction, quelques extraits de cette sinistre parodie, où cet homme a été cloué sur le pilori de la bêtise humaine, offert
à la raillerie des crétins, où une femme a participé de façon odieuse à la dégradation de l'image même de la femme algérienne, et où une chaîne de télé a montré le vrai visage de la télévision algérienne. Une vidéo à pleurer de rage et qu'on ne peut pas ne pas vous montrer, même si l'éthique en prend un coup. À la différence que nous ne le faisons pas pour faire rire, mais pour montrer la plaie béante, la plaie purulente et toute l'ampleur du sinistre de ce secteur qui n'obéit plus qu'à la seule vocation qui lui est laissée, celle de servir le régime qui lui permet de diffuser de telles atrocités, en échange de sa servilité. C'est aussi montrer toute la vacuité de cette autorité de régulation de l'audiovisuel qui ne réagit que quand le régime est ciblé, qui n'a pas réagi quand toute une région a été traitée de zouave, mais qui s'est montrée particulièrement réactive quand des médias ont osé les plus petites allusions à la gabegie du régime et du président issu de la fraude. C'est aussi rappeler que dans cette chienlit qui est devenue le monde de la télé algérienne, cette sortie ubuesque du porte-parole de la présidence de la République qui a osé affirmer publiquement et sans nuance que la presse algérienne est de loin la meilleure d'Afrique et du monde arabe, que certains ont qualifié de piètre référence parce qu'ils ne connaissent pas l'excellence de certaines télés maghrébines, africaines et arabes. Et c'est aussi rappeler ces propos du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement qui tire à boulet rouge sur un des journalistes les plus probes et les plus courageux du pays, l'accusant, après lui avoir bloqué ses médias, de s'être, je le cite, de s'être rendu coupable de diffamation, injure et offense à l'égard du président de la République, dépassant les limites de la déontologie, de la bienséance et de la loi. Fin de citation. C'est aussi rappeler ce fouillis indescriptible de médias algériens. Plus de 160 titres d'une presse écrite qui, dans le meilleur des cas, pratique de l'autocensure pour ne pas être privé de publicité, ou pire encore, d'être fermé. Des titres dont nombreux sont dans le dithyrambe baveux du pouvoir et l'attaque hargneuse des opposants du régime. C'est aussi rappeler cette très étrange situation d'une quarantaine de chaînes de télé, presque toutes de statut étranger, dont seuls 4 ou 5 disposent d'autorisation d'avoir des locaux, des bureaux locaux, mais qui toutes sont des chaînes à part entière, dotées de personnel pléthorique et qui bénéficient de publicités étatiques, voire même de subsides en sous-main, alors qu'elles exercent de façon illégale, sachant qu'en échange de cette tolérance bien régulée dont elles jouissent, elles doivent toutes, sans aucune exception, être la voix de leur maître. C'est cela, le paysage médiatique en Algérie, la carotte ou le bâton, et une permissivité sans limite pour s'abîmer dans la médiocrité, l'absence totale d'éthique véritable et où le professionnalisme est le dernier souci. Cette caméra cachée et la prestation des deux journalistes qui s'y vautrent montrent ce que sont les valeurs, plutôt les contre-valeurs qui y triomphent, qui s'y vautrent. Cette émission n'a été que la goutte qui a fait déborder le vase. Elle est loin d'être la seule dans son genre, loin s'en faut. La grande question est comment et pourquoi une société peut-elle accepter la diffusion de telles horreurs dont on va vous montrer un échantillon. Regardez. قول لي شحال في عمرك؟ انا نكون عندي 39 سنه. الله يبارك. يبارك فيك. مازالك خدام ولا قاعد؟ نخدم. واش تخدم؟ نخدم عند الناس. عند الناس، جورنالي كما يقولوا.
تخدم على جورني كيما يقولوا. لا جوني وانا الله يعطيك كما الخير. يقولوا خدام رجال سيدهم اخي. بيان سور خدام رجال سيدهم، بيان سور سيادهم، انت سيدهم من السياد الكبار. الله يبارك. انا الله يعطيك الخير. سيفو لي كادو اللي قعدوا لنا، واش بقى لنا كادو؟ ابعث لي الكادو اللي بقى. دوك نعطوك الكادو. اسئله اعطيتك غير سهله وجاوبتني عليها، واش جاوبتني انا عندي. الله يعطيك الخير. تفضلي. هذا هو الكادو تاعك. انت قلت لي نحب امراه لاباس بها، خدامه وعندها الدار. هاي لك، هذه هي الاخر تاعك. احنا هذا هو الحصه تاعنا، كادوات ونجيبوا نزوجوا الناس. هذا هاي لك، هذا هو مكتوبك. انت قلت لي 39 سنه في عمري، راكي قابله به. الله يبارك. دوكا تجيبوا لنا برك. سيفو الامام، جيب لي الامام الاخضر وجيب الخاتم ولا هاك قابل. هاي عندها الدار، هي خدامه. زهرك عجباتك؟ قول لي لا عجباتك ولا بيان سور لا عجبو. عجباتك ولا ما عجباتكش؟ ولا ما عجباتكش نبدل لك. هذاك جاتني في حيره كبيره. كيفاه؟ جاتني في حيره. على حيره. ها إيه دوك شوف الا عجباتك، الا ما كاش عندي واحده اخرى. سيفو معليش زهرك عيط نتفاهموا للشيخ، عيط الشيخ الامام. معليش نتفاهموا الشهور عطيتو. ايه معليش الامام، جيب لي الامام وجيب لي الكارني تاع البلديه باش يسنيو. انت يا ولي امرك وهنا يا باباك. خير خلاص. بابا وهنا اسمع. خالي عيطوا لخالي. هاوليك عيط له لطفي واش انا ما بنمش لطفي. وانت ما نبلوش. والله ما نبلوش. ايه ورا. ايه كي قابل انت بنتك تزوجها مع هذا. صحيت. L'indicible scandale de la caméra gâchée. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'aurai avec moi, par ordre alphabétique, Amira Bouraoui, médecin, militante politique, Yahya Bonouar, journaliste, Hassan Mouali, journaliste, Rabh Sba, professeur de sociologie à l'université d'Oran. Je rappelle que Hassan Mouali nous rejoindra un peu plus tard, puisqu'il est encore à son travail. Alors, je vais commencer par Amira Bouraoui. Amira Bouraoui, merci d'être avec nous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Et un petit khair à tous vos invités et aux téléspectateurs. Merci. Alors, Amira, que vous a inspiré cette vidéo, cette caméra cachée? Écoutez, moi, même si ça m'a écœurée, j'ai condamné ça dès que j'ai pris connaissance de ce qui s'est passé, parce que bon, on se payait la tête d'un citoyen, on le faisait passer pour un abruti, on utilise la femme comme une femme objet, etc. Donc ça m'avait écœurée, je l'ai condamné. Mais sincèrement, Monsieur Benchenouf, moi, ça m'a moins choqué que vous, parce que je suis tellement habituée maintenant depuis des décennies, parce que moi je les considère, c'était les poubelles, comme étant les armes du pouvoir. Au début, il y a eu un moment où je me disais peut-être que nous sommes atteints d'une médiocrité nationale, peut-être que notre école a été défaillante, et puis c'est tout ce qu'on a pu produire. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que c'était les armes du pouvoir, que c'était leur propre laboratoire. C'était les poubelles-là, on les utilise justement pour encore endormir, pour abrutir encore davantage. Et jamais Bouteflika ne serait resté 5 mandats et serait
régime n'aurait pu tenir aussi longtemps s'il n'avait pas eu ces armes de destruction massive, parce qu'elles sont pires que tout, elles sont très puissantes, elles rentrent dans les maisons des gens regardent ça. Quand vous entendez le lendemain les citoyens, ils en parlent comme si c'était des émissions normales, alors qu'elles détruisent profondément la société algérienne. Donc moi, ça me choque pas plus que ça, parce que j'ai déjà vu pire que ça, c'est-à-dire dans les anciens, parce qu'eux, ils profitent en général pendant Shahr Ramadan, où les Algériens, juste après le Ftour, ils aiment bien, ils n'aiment pas trop regarder les chaînes étrangères, ils préfèrent regarder tout ce qui est algérien, et ils en profitent justement pour détruire profondément une société. Il y a quelques années, ils avaient fait la même chose, ils avaient invité un couple et ensuite ils avaient ramené une autre femme pour lui dire que son mari était aussi marié avec une autre. Ça poussait la femme dans une hystérie. Ça, c'était avant le Hirak, hein? Et tout le monde... Ça, c'était avant le Hirak, et à ce moment-là, il y avait beaucoup de caméras gâchées de ce type, mais qui n'offusquaient pas beaucoup les gens, parce que c'était avant le Hirak, avant cette moralisation de la société qu'on sent quelque part, avec cet éveil. C'était avant le Hirak, cette vidéo dont vous nous parlez maintenant. Oui, c'était avant le Hirak, mais il y avait déjà des gens très conscients qui condamnaient, même si, bon, on n'avait peut-être pas autant accès aux réseaux sociaux. Mais on sent que, quand même, il y a une bonne partie du peuple qui est en bonne santé, parce qu'elle condamne, et elle a poussé d'ailleurs l'État à réagir, entre guillemets. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu un changement après le Hirak concernant les médias, parce que, bon, ils ne sortent pas du couloir, et juste quand ça fait trop de vagues, comme hier, ils ont aussi annulé la même chose, un autre sketch sur la chaîne Shorour, parce qu'il aurait heurté les Tunisiens qui ne regardent même pas. Parce que comme vous l'avez écrit récemment, les Tunisiens, ils ont vraiment un très très haut niveau par rapport à nous en question télévision. Donc, mais bon, ils ont encore sanctionné, entre guillemets, envoyé un avertissement à la chaîne Shorour. Mais s'il n'y a pas de vague, bien entendu, ils ne vont pas réagir, parce que le but est quand même de continuer à abrutir et pour pouvoir maîtriser un peuple et une société. Restez avec nous, Amira, je reviens à vous dans un instant. Je reçois Rabah Sba, professeur de sociologie à l'Université d'Oran. Merci d'avoir accepté notre invitation, Rabah Sba. Bonjour, c'est Jamal. Bonjour aux téléspectateurs. Merci. Je tiens tout d'abord à vous exprimer ma gratitude pour votre hospitalité. Merci. Et vous faire part de mon admiration pour la qualité et la pertinence de vos émissions, qui n'ont justement rien à voir avec ces télépoubelles. Ah ben, vous êtes gentil, merci beaucoup, c'est très sympathique, ça nous va droit au cœur, merci beaucoup. Venant de vous, qui êtes un fin observateur de la société algérienne et dont je savoure personnellement les articles que vous faites paraître dans la presse écrite. Merci, c'est Jamal. Alors, oui, allez-y. Oui. Bien. Donc, je crois qu'il n'y a pas de mot assez fort pour qualifier ces outrages à la décence. Je dis bien des outrages à la décence parce qu'ils sont nombreux et répétitifs. Oui. Et bien évidemment, chaque mois de Ramadan a son lot d'insanité. Oui. Sous l'euphémisme de caméras cachées. Et j'aime bien au passage gâchées. Oui. Parce qu'effectivement, c'est un instrument qui peut faire des merveilles, mais entre des mains aussi tordues, il produit ce type de parodie. Mais... Donc, oui, je vous en prie, poursuivez. Oui. Alors, permettez-moi, c'est Jamal, de rappeler deux de ces parodies, de ces saletés, qui sont encore vivaces dans les mémoires. La première est celle qui avait jeté les étudiantes résidentes dans les cités universitaires en pâture à la jante féminine libidineuse, traitant ces étudiantes de tous les noms, etc. Et la seconde, qui est aussi restée dans les mémoires, c'est bien celle de l'écrivain Rachid Boujedra, qui a été mis dans une situation dramatiquement inconfortable. Oui, on s'en rappelle très bien. Vous vous rappelez très très bien. Oui. Mais malheureusement,
suite à ces graves dérives, il y a eu des réactions scandalisées et même une marche de protestation devant cette fameuse autorité de régulation de l'audiovisuel, mais malheureusement qui sont restées sans suite. Oui. Mais justement, vous m'amenez justement à la question que je voulais vous poser. C'est vrai qu'il y avait quelques réactions outrées en ce temps-là, avant le Hirak. Mais depuis le Hirak, on sent que la société algérienne, et je parle aux sociologues, que la société algérienne est plus réactive aux atteintes à la dignité, à sa dignité. Alors, d'abord, comment une société peut-elle accepter de telles atrocités? Et puis, comment se fait-il que cet éveil est en train de devenir là palpable, que les gens commencent vraiment à réagir, contrairement à avant? Oui, d'abord, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre présentation, ces parodies, donc c'est le premier Ramadan, hein, ces caméras gâchées sont les premières après le Hirak. Hein. Donc, c'est le premier Ramadan hein, qu'on connaît après ce mouvement citoyen qui a effectivement introduit, j'allais dire, une nouvelle éthique sociétale. Et bien évidemment, la réaction des gens à cette dernière parodie là, concernant la femme montre bien qu'il y a un éveil de la conscience sociétale sur les questions graves, sur les questions importantes qui ont été jusque-là plus ou moins scotomisées. Parce que, vous savez, il y a un très grand nombre de choses qui ont été faites, des études, par exemple, sur des questions qui dérangent. Mais ce sont des études qui n'ont jamais eu la visibilité qu'elles méritaient. Il y a une sorte de déficit de visibilité qui est intentionnel et entretenu. De là à dire que la société accepte ce type excusez-moi le terme, de saleté, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que si les réactions ne sont pas exprimées, si elles ne sont pas consignées quelque part dans les médias ou dans des écrits, etc., cela ne signifie aucunement que le citoyen algérien adhère à ce type de dérive. Loin s'en faut. Et précisément, comme vous l'avez indiqué, depuis cette balise importante qui a été le mouvement citoyen algérien. Rappelez-vous, et j'avais suivi avec plaisir les émissions que vous faisiez à ce propos, comment le statut de la femme algérienne, par exemple, dans les espaces publics, a été reconquis. Reconquis, exactement, c'est le terme. Comment les rapports entre hommes et femmes, entre les différentes générations, tout ça, ce sont des nouveautés. Et je crois, c'est Jamel, que les choses sont encore relativement fraîches, entre guillemets, pour pouvoir tirer toutes les conséquences de ce changement important. Donc, non, je ne partage pas totalement votre point de vue concernant, j'allais dire, la frilosité de la société algérienne face à ces dérives. C'est tout simplement, vous l'avez bien cité tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a eu des réactions en chaîne au niveau des réseaux sociaux, mais l'accès aux médias conventionnels, l'accès aux médias officiels est malheureusement verrouillé. Et je reviendrai à vous tout à l'heure, justement, je reviendrai vers le sociologue pour essayer de comprendre pourquoi et comment cette société très pudique, à la limite de la pudibanderie, peut-elle accepter de telles outrances? C'est un peu comme si on offrait une poupée gonflable à quelqu'un. Excusez pour la formule, je suis désolé. Mais je reviens à vous, justement, pour vous demander de nous répondre à cette question. Yahya Bonouar, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Je salue vos invités, les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir, Jamaldin. Merci beaucoup, Yahya. Alors, d'abord, sur cette caméra cachée, à chaud, comme ça, votre réaction? Je viens de la voir à l'instant. J'avais lu quelques réactions, mais je viens de la voir. Ça nous renseigne sur ce que fait ce régime depuis de longues années. Quand il a décidé en 2012, avec la première télévision dont le propriétaire est en prison,
ils avaient misé sur les faits divers, c'est-à-dire parler de choses banales pour éviter de parler de politique et éviter la conscientisation de la société. Et cette politique est restée. Et aujourd'hui, ce n'est pas une seule télé, mais plusieurs télés. Le patron de cette télé, de celle-là, est aussi en prison, je vous rappelle. Donc, c'est la politique de la déconscientisation, la politique de traiter les faits divers qui a fait qu'on en arrive à ça. La deuxième chose, sur quoi ça nous renseigne, mais ça on en avait déjà parlé, c'est que l'établissement, si on peut parler en Algérie, politique, économique, mais aussi médiatique, c'est ce niveau-là. Ils ont fait partir, exclu, réprimé, poussé à l'exil tout ce qui comptait et tout ce qui réfléchissait à peu près convenablement. Et ils se retrouvent aussi bien au niveau politique, économique, que dans les médias, les gens qui gèrent les médias, avec ce niveau d'émission. Parce que ce n'est pas possible que ça échappe à tout le monde. Il y a celui qui a pensé l'idée et qui a écrit le scénario, et il y a celui qui lui a dit oui, c'est bien, et celui qui a financé, et celui qui a produit, et celui qui a diffusé. Et en plus, ce n'est pas du direct, c'est du différé. Ça veut dire qu'ils ont eu largement le temps d'évaluer, de voir si c'était passable. C'est bien pour ça que... C'est très grave, parce que ça nous renseigne sur le niveau. Les Algériens le disent depuis des années. Donc les Algériens ont compris. Ils sont au niveau des égouts. C'est incroyable que tout ça ait pu passer comme ça depuis des semaines ou des mois qu'ils ont préparé cela, et à aucun moment personne n'a dit attention, attendez, qu'est-ce que vous faites? C'est dramatique pour l'Algérie ce qui est en train de se passer. Et pourtant, Yahya Bonouar, il y a quelques jours, le porte-parole de la présidence de la République, lui-même en personne et en chair et en sauce, allais-je dire, a déclaré directement, droit dans ses bottes, que la presse algérienne, avec ses 160 titres, était la meilleure des pays arabes, la meilleure des pays africains, ce qui est loin d'être le cas. Vous connaissez très bien les télévisions maghrébines, par exemple. Comment peut-on oser de telles déclarations au milieu d'une telle débâcle, d'une telle débandade? Je vais vous répondre très simplement. Ce monsieur n'a pas de niveau, en plus d'être un gros menteur. Il aurait été responsable dans cette chaîne, il aurait laissé passer ceci. Donc ça nous renseigne sur son niveau à lui. Il est ministre, porte-parole, dans une présidence qui fait le même bricolage que cette télé. Il y a aujourd'hui, ils ont pondu un décret qui rectifie le décret d'il y a une semaine sur les prérogatives et les attributions, excusez du peu, du secrétaire général du ministère de la Défense. C'est du bricolage, c'est pour ça que je vous dis que c'est très grave pour l'Algérie. C'est tout ce qui reste. Une partie de ce régime est en prison, et peut-être la meilleure partie, même si c'est tous des corrompus, et il reste cette partie, ils n'ont plus de ressources humaines, ils n'ont plus rien, voilà, ils tirent. Regardez le profil du ministre du Commerce, un clown. Donc imaginez tout cela, voilà le drame de ce pays, on en est arrivé où, même si aujourd'hui quelqu'un a la volonté de faire redémarrer ce pays, il n'y a pas les ressources humaines pour le faire, puisqu'il ne reste que des gens de ce niveau-là. Restez avec nous, Yahya Bonouar, et je reviens à Amira Bouraoui. Amira, dans cette caméra cachée, la première chose qui saute aux yeux après l'humiliation, la dégradation de cet homme qui est très vraisemblablement, très visiblement diminué, il y a aussi cette dégradation très forte de l'image de la femme algérienne, et je suis personnellement très étonné qu'il n'y ait pas un tollé autrement plus scandalisé des associations de protection des femmes, de promotion de la femme, des libertés de la femme, de l'égalité avec la femme, etc. Amira Bouraoui. Monsieur Benchenouf, c'est-à-dire que la majorité des associations, je ne sais pas, il y en a quelques milliers, et puis concernant la femme, il doit y en avoir quand même quelques dizaines, mais
Mais toutes ces associations-là, mis à part ce qui est né par la suite avec le Hirak d'un groupe de femmes qui a résisté, etc., la majorité était complètement inféodée au régime et à Bouteflika, et elles-mêmes, elles étaient une honte pour nous dans leur manière de se soumettre à un régime aussi injuste. Moi, personnellement, ce que je vois, bon, aujourd'hui, on ne peut pas. Moi, je fais partie de ceux, même si je ne partage pas complètement la même vision que lui de M. Boudjdra, mais quand il avait subi cette humiliation, j'étais dans la rue. Mais ceci dit, ce qu'on a l'impression aujourd'hui, c'est que, parce que moi, je fais partie. Une bonne partie des Algériens, ils sont plus jeunes que moi, mais moi, j'ai des souvenirs d'enfants de la télé unique. C'est les télés qui sont nées par la suite avec ce qu'ils ont essayé de maquiller comme étant une liberté d'expression, alors que ce qu'on vous permettait, ce n'était qu'une liberté d'excrétion. Parce que ce qu'on nous a proposé, c'est quoi? C'est essayer de faire en sorte que le cerveau de l'Algérien ne puisse plus réfléchir. Voilà, alors on vous bombarde, parce que moi, quand j'étais petite, qu'est-ce qu'on nous mettait? On nous mettait des documentaires, ce qu'on appelait à l'époque Charit Tarbawi, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui. On nous mettait des cours d'anglais le vendredi. C'est vrai que c'était la dictature. La dictature, d'ailleurs, le jour de la mort de Boumedienne, c'était toujours Charit Tarbawi qui parlait des animaux. Mais ceci dit, le niveau n'est vraiment pas le même. Il devient très dangereux. Oui, mais comment expliquez-vous, Amira Bouraoui, puisque vous suscitez cette très intéressante question, comment expliquez-vous qu'avant, du temps de Boumedienne, où c'était un régime tout aussi, sinon plus atroce encore, c'était un régime policier, un régime de flicage, mais où il y avait une vraie qualité dans l'audiovisuel, même si c'était très censuré. On avait de véritables artistes, de véritables films, de véritables documentaires, des caméras cachées très subtiles, très fines, qui faisaient vraiment rire, qui faisaient appel à ce côté de nous qui était noble et non pas qui était gras et sadique. Comment expliquez-vous cette dégradation, alors qu'avant, ils avaient infiniment moins de moyens? Justement, vous venez de mettre le doigt sur le problème. Ils avaient moins de moyens. Donc, d'abord, les journalistes étaient d'un autre niveau. Et puis, c'est une question d'argent. L'argent a tout corrompu. C'est-à-dire que ces chaînes-là, elles continuent à exister. Pourquoi? Pour servir le régime. Et lui s'en sert comment? C'est-à-dire, soit il ouvre un peu la vanne de l'argent et donc de la publicité et leur permet d'exister. Et lorsqu'ils ne roulent pas dans leur sens, c'est ou fermeture, et vous avez vu le nombre de chaînes qui ont fermé, le nombre de journaux, le nombre de journalistes en prison, etc. Et dès que quelqu'un sort un petit peu du lot, vous connaissez aussi l'histoire de Khaled Dararni, c'est quelqu'un quand même qui a interviewé l'actuel, entre guillemets, président de la République, qui a interviewé l'actuel ministre de la Communication, et avec un très haut niveau. Ça fait plus d'un mois qu'il est en prison, ce monsieur, juste parce qu'il a fait son travail et qu'il a couvert le Hirak. Donc c'est l'histoire de la carotte ou le bâton, et en même temps on en profite pour essayer d'endormir. Il n'y a pas de débat, il n'y a rien du tout dans ces télés. Personnellement, je les regarde pas, j'évite parce que ça rend malade, mais les gens n'ont pas le choix. Et puis vous savez, quand en dehors de Ramadan et avant le corona, oui, partout dans les restaurants, vous ne voyez que ces chaînes-là. Donc on a l'impression. Et puis vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a un artiste aussi, le Barah, qui s'appelle, je dois dénoncer ça aussi, qui s'appelle City 16, et qui dans un feuilleton ou je ne sais quoi, il parle à notre monsieur et il lui dit: tu vas épouser une femme divorcée, encore on tombe sur la femme, encore et toujours. C'est-à-dire que, et on ne sait pas à quoi parce que si c'est une question de bigoterie religieuse, on peut toujours aller vers la référence du prophète. Il a épousé pratiquement que des divorcés, donc ça ne peut pas être ça. On peut leur rappeler aussi, par exemple, que la société Touareg est une société très matriarcale, où la femme, plus elle divorce et plus elle remarie, plus elle prend de la valeur. C'est pas ce qu'on cherche non plus, c'est pas le but de notre militantisme. Mais on ne veut ni de patriarcat ni de matriarcat, mais juste le respect des citoyens envers les uns les autres. Et restez avec nous, Amira, je reviens à vous dans un instant. Alors, Rabès, avant de revenir à cette question que je voulais vous poser,
sur ce que vient de susciter Amira Bouraoui comme question. L'argent a-t-il vraiment tout corrompu, comme elle nous a dit? Cet excès d'argent très mal gagné, très indu, a-t-il vraiment tout corrompu, comme elle vient de nous le dire? Ah oui, 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 incontestablement, si Jamal. D'ailleurs, bon, la première chose qu'on a reproché au président général d'une de ces chaînes qui se trouve actuellement à la présidence dans le Harrach, c'est une histoire d'argent, hein, donc de corruption, détournement, etc., etc. Mais ça, c'est un secret de polichinelle, hein. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez à juste titre rappelé ce que vous aviez dit, des subsides dessous de table. Bon, en fait, ces chaînes, ça a été rappelé par mes collègues, vous inviter, d'abord n'ont rien apporté au champ audiovisuel, de façon générale au champ médiatique algérien, mais paradoxalement, ils ont continué à prospérer. Elles prospéraient comment? Tout simplement en caressant dans le sens du poil et en essayant de remplir les sales besognes, hein, que les journaux dignes ou d'autres médias n'osaient même pas effleurer. Donc, effectivement, ce problème d'argent, qui d'ailleurs, depuis quelque temps, hein, a fait surface dans les discours politiques et même médiatiques. Vous savez, ce qu'on reproche fondamentalement aux anciens responsables politiques qui se trouvent actuellement en prison, c'est surtout et avant tout une histoire d'argent. Oui. C'est-à-dire d'avoir trempé dans des marchés, d'avoir reçu des sommes indues, etc., etc., etc. Bon, c'est une manière de désacraliser aussi cette question. Parce qu'en fait, ça a fonctionné depuis longtemps comme ça. L'argent en Algérie a pourri beaucoup de choses, pour reprendre votre expression. Pourquoi? Parce que cet argent est mal gagné. Il y a des pays autrement plus riches que nous et que l'argent n'a pas perverti à ce point. Est-ce parce que notre argent est le fruit de pillage, le fruit d'une seule ressource? C'est la rente, tout simplement. La rente, si oui. C'est la rente. Donc c'est un argent qui arrive facilement, entre guillemets, et puis qui est distribué aussi de façon inégalitaire. Vous savez qu'il y a des gens qui reçoivent de ces grosses miettes, hein, plus que d'autres. Oui. Et bien évidemment, bon, c'est un peu aussi la facilité. Parce que vous savez, la rente, elle n'est pas seulement au niveau de l'État. La rente est aussi dans les mentalités. Et c'est ça qui est très, très, très dangereux. Vous savez, pendant longtemps, on avait parlé de cette fameuse mentalité d'assister. Ouais. Alors, c'est quoi la mentalité d'assister? C'est tout simplement recevoir son donné. C'est-à-dire essayer de trouver son compte en quelque sorte, sans l'effort en contrepartie. C'est ce qui explique peut-être qu'il n'y a plus dans ce pays ni industrie, ni agriculture, ni tourisme, ni tertiaire, ni services. Mais pour en revenir à la question que je voulais vous poser, cette société très pudibonde qui saute au plafond pour des choses autrement moins choquantes, qui s'intéresse aux vestimentaires, qui s'intéresse aux rituels et qui pourtant accepte que de telles saletés, comme vous les avez si bien définies tout à l'heure, puissent se perpétrer comme ça le plus normalement du monde, sans plus de frais. Ben, vous savez, c'est Jamal, c'est-à-dire que les valeurs d'éthique et les valeurs morales ancrées dans la société algérienne sont, j'allais dire, sauves seulement, c'est-à-dire elles n'ont que rarement le moyen de s'exprimer, notamment par le biais de canaux comme les télévisions, les radios, les journaux, etc., etc. Mais ce qui s'est passé dernièrement est révélateur quand même d'une chose. C'est-à-dire que, bon, c'est tout à l'heure vous-même, vous avez désigné cet animateur incompétent, insondable, etc. Parce que tout simplement, c'est ces gens qui essaient de titiller justement ces valeurs.
c'est pour essayer de voir comment les réactions qui vont suivre peuvent plus ou moins aller dans un sens ou dans l'autre. Parce que, vous savez, moi, le passage que vous avez passé tout à l'heure de cette parodie, quand on dit Ajbatek, c'est-à-dire est-ce qu'elle vous plaît, on négocie la qualité du cadeau, entre guillemets, on dit... on peut vous la changer si elle ne vous plaît pas. On peut vous la changer, ouais. Il nous reste dans la cagnotte encore d'autres, etc. C'est scandaleux. La dame qui a intervenu tout à l'heure avait dit effectivement que bon, il y a quelques centaines d'associations parmi lesquelles il y a plus qu'une trentaine ou une quarantaine qui n'ont pas réagi parce que tout simplement, bon, en fait, on sait que ce sont des chaînes qui sont acquises à une cause, qui sont acquises à un pouvoir, et par conséquent, on se dit presque à quoi bon de ceci, cela. Donc, il y a effectivement cette manière d'essayer de titiller ces valeurs, mais je ne pense pas que la société algérienne accepte sans rien dire. Vous savez, dans les chaumières, comme on dit, ça boum. Moi, j'ai eu quelques échos. Même, bon, il y a des journalistes, je cite par exemple mon ami Mustafa Belfoudil de l'Ouatan qui a réagi à cette je n'ose même pas trouver, enfin l'appeler. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont réagi, mais comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, ces réactions n'ont pas la visibilité qu'ils méritent. Vous savez, moi j'ai toujours pour habitude de distinguer, et là je reviens un peu à votre question sur le plan de la recherche, sur le plan universitaire. J'ai pour habitude de distinguer la recherche de la complaisance et la recherche de la dissonance. Quand vous faites des choses complaisantes, qui plaisent, qui caressent, qui vont dans le sens du poil, alors là, vous êtes puissamment relayé, largement relayé. Mais si vous êtes dans la dissonance, si vous dites des choses qui ne plaisent pas, qui ne vont pas dans le sens du poil, alors vous êtes vite précipité, et par tous les moyens, dans la trappe de l'oubli. C'est ce qui se passe, vous savez, Jamal. On a l'impression qu'il y a deux sociétés actuellement en Algérie. Il y a cette société qui conserve ses valeurs bon an, mal an, c'est-à-dire en essayant plus ou moins de les exprimer dans des contextes comme cela s'est fait lors du Hirak. Et on a vu que le tréfonds de la société algérienne était chargé de positivité et qui en trouvait un cadre approprié pour pouvoir le dire. Mais l'accès aux canaux officiels, l'accès aux canaux médiatiques, etc., lui reste malheureusement fermé. Vous savez, pour le cas de Ramadan actuellement, et malgré le confinement, les familles algériennes, donc par extension la société algérienne, fait montre d'une imaginativité extraordinaire, c'est-à-dire au sein des familles, il y a un resserrement du lien familial par le retour, par exemple, au conte, qu'on avait complètement oublié, le retour à certaines danses traditionnelles, le retour à bien des choses qu'on retire du tréfonds de la culture du terroir. Et ça aussi, si jamais, ça fait partie des valeurs ancrées durablement dans la société algérienne. Et restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Yahya, Rabah Sbah vient de nous dire que l'accès aux canaux officiels, aux médias, est très limité dès que vous n'êtes pas dans le sens du poil. Mais justement, sur ce paysage médiatique, sur l'éthique, la répression de la liberté de la presse, la répression de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, à un moment où la RAV, cette autorité de régulation de l'audiovisuel, on sent qu'elle n'est là que pour réprimer ceux qui ne vont pas dans le sens du poil, mais côté pouvoir. C'est comme cette histoire des Chorok, par exemple, que vous allez nous expliciter, vous, le journaliste, qu'on n'a pas très bien compris. Cette absence de la RAV, là où elle devrait se manifester le plus et de façon plus forte, comment l'expliquez-vous? Parce qu'elle n'a aucune autorité, aucune institution en Algérie n'a d'autorité réelle
même avec les textes, les lois, les décrets, vous savez très bien que la seule autorité, c'est l'autorité militaire à travers la police politique. Donc la RAF bougera quand la police politique lui dira de bouger et elle ne le fera pas quand on lui dira de ne pas le faire. Qu'on n'est pas dans un système qui fonctionne par les institutions à travers le respect des lois et des règlements. On est dans un système qui fonctionne par les ordres. J'adore votre façon de dire les choses parce que vous les dites très bien, et très simplement et très vraiment. C'est vrai que la RAF, finalement, ma question, j'aurais même pas dû la poser à la limite. Ce qui est valable pour la RAF est valable pour tout le reste, y compris pour le président de la République. Y compris pour l'APN, y compris pour la justice, y compris pour tout le reste, quoi. C'est-à-dire, on ne va plus faire d'émissions. Par contre, je regardais là, pendant que votre invité parlait, il y avait en fond les images de cette mascarade, et je me suis dit, le pauvre bougre qui s'est fait piéger, et on le voit à l'antenne, c'est l'Algérien que veulent diriger les généraux. C'est celui-là qu'ils veulent. Et c'est pour ça que le hirakiste les dérange, parce que celui-là, ils ne le veulent pas. Par contre, le pauvre bougre dont ils se sont moqués, c'est celui-là qu'ils veulent, et c'est celui-là qui pense que l'Algérien est comme ça, et il le présente comme ça, et par conséquent, regardez comme il est idiot, regardez comme il est naïf, et c'est l'image qu'ils veulent renvoyer de l'Algérien à lui-même. Et ça, c'est très dangereux. Et le malheur, Yahya, c'est qu'ils utilisent le même profil de personnages fragilisés, un peu diminués, un peu candides, pour nous les montrer au moment où ils brandissent le doigt pour nous dire voilà, j'ai voté président, etc. Malheureusement, vous avez tout à fait raison. Malheureusement pour eux, les choses ont évolué et tous les Algériens ne sont pas Boussba al-Zarraq ni comme ce malheureux bougre. Et le Hirak l'a montré depuis plus d'un an avec ce magnifique révolution dans tous les sens, révolution politique, mais également révolution culturelle et civique. On a vu la place exceptionnelle de la femme dans cette révolution qu'il a portée. Sans la participation massive des femmes, ça se serait éteint au bout de 2 ou 3 semaines, et ça a continué, et c'est le corona qui l'a arrêté, mais ça va revenir bientôt, et je pense de manière massive. Donc ils veulent briser cette nouvelle Algérie, qui a jailli le 22 février 2019, qui s'est imposée à eux et au monde entier. Ils veulent la briser avec ce genre d'image, avec ce genre de situation. Évidemment, ils n'y arriveront pas parce que l'oiseau est sorti de la cage et ils ne le remettront plus jamais dans la cage. Ce n'est pas un souhait, c'est une analyse, parce que ce qu'a produit le Hirak pendant un an, au niveau politique, au niveau culturel, au niveau social, au niveau civique, ils ne peuvent pas le briser comme ça en quelques semaines, ni avec ces images, ni en mettant en prison des jeunes, 10, 20, 50, 100, 200, 500 personnes en prison. Ça, c'était possible avant, quand on était quelques dizaines de militants, ou peut-être quelques centaines. Aujourd'hui, c'est par milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers que les gens ont pris conscience de la situation politique. Et des millions, vous voulez dire? Des millions? Et des millions, oui, bien sûr. Ben, en termes de militants, c'est des dizaines et des centaines de milliers de militants à travers toutes les wilaya. Ouais. Ils peuvent pas mettre tous ces gens-là en prison. Ils font fausse route. Ils gèrent une situation exceptionnelle politiquement par des méthodes de mukhabarat. Et c'est pas comme ça que ça marche. On a besoin de faire de la politique dans ce pays et pas de faire des mukhabarat, pas de surveiller un tel. Aujourd'hui encore, ils ont mis des gens en prison 1 an pour une publication sur Facebook. Et ça continue. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ils sont en train de détruire le pays. Ils sont d'une médiocrité incroyable et c'est très grave pour le pays. C'est très dangereux pour l'avenir de ce pays. Alors, 2 informations avant de vous poser notre question, Yahya Bonouar. Le verdict est tombé au tribunal de Chlef. L'activiste Ali Mouqran, dont vous nous avez décrit le profil du véritable activiste, a été condamné à 18 mois de prison ferme pour atteinte à l'intérêt national. L'autre information que je vous donne, particulièrement à vous, Yahya Bonouar, le journaliste, je vais tout simplement vous lire une note de service
diffusé par le directeur de la chaîne 3, la légendaire chaîne 3. Hein. Il est porté à la connaissance des journalistes et producteurs de la chaîne 3 que les experts invités à passer sur nos ondes, dans les émissions ou les journaux, sont soumis à une validation préalable de la direction de la chaîne 3. Nous vous invitons ainsi à soumettre les noms avant tout enregistrement au passage en direct. Alors, mais je voulais revenir à une autre question, Yahya. Ces chaînes de télévision qui sont toutes de statut étranger, ils sont une quarantaine à peu près, personne ne connaît le vrai chiffre. Il y en a même qui parlent de 50. Alors, elles ne sont pas autorisées à avoir des bureaux, elles ne sont pas autorisées à avoir du personnel, elles sont censées avoir des représentations, mais elles sont à l'étranger. Or, elles sont des chaînes de télévision à part entière qui ont du personnel, qui enregistrent, qui diffusent, dont le personnel parfois se compte par dizaines, et personnel déclaré à la sécurité sociale. Qui sont reçus à la présidence et qui sont reçus absolument, qui sont reçus à la présidence, qui ont des cartes de presse, alors qu'elles n'ont pas de statut. Un ami journaliste à qui j'ai posé la question m'a dit tout simplement pour qu'elle soit facile à fermer en cas de besoin. Et ça a été le cas de deux d'entre elles, Al-Watan et Atlas TV. Il a suffi qu'elle déborde d'un peu pour être fermée. Et quand l'un des propriétaires s'était présenté devant le juge lui a dit « Comment? Mais vous n'existez pas. Vous plaignez en qualité de qui? De quoi ?» À votre avis, qu'est-ce que c'est que cette très étrange situation unique dans le monde? On ne connaît pas de pareil dans le monde entier. Une cinquantaine de chaînes ou une quarantaine qui émettent, qui diffusent, qui produisent sans aucune autorisation. Je vais commencer par le premier point, et la fameuse note à la chaîne 3. Donc, il y a la signature qui est fausse, parce qu'il signe le directeur de la chaîne 3. Il aurait pu écrire par procuration pour l'officier de renseignement qui est à côté de moi. C'est pour que l'officier de renseignement, il a la liste, il va dire celui-là il passe et celui-là il ne passe pas. Ce n'est pas le directeur. Donc on est dans la censure, on sait que dans toutes les chaînes, il y a des officiers de renseignement qui décident qui passent et qui ne passent pas. Et c'est ce qui explique le deuxième point. C'est les officiers de renseignement qui décident que telle chaîne, avec ou sans la loi, avec ou sans autorisation, c'est pas ça le souci. À partir du moment où ils ont fait allégeance à la police politique, eh bien, ils continuent à émettre, à diffuser et à produire des programmes tant qu'ils sont là pour servir la propagande du régime. Et puis, si par malheur, il y en a un qui fait une erreur, eh bien, il sera sanctionné. Et certains d'entre eux sont en prison et leur chaîne continue d'émettre. Deux sont en prison et leur chaîne continue d'émettre. Donc, on est vraiment Nahar particulièrement. Voilà, on est vraiment dans la conception de la police politique des médias. Pour eux, il n'y a que les dociles et les hostiles. Tout ce qui est docile continuera à émettre et tout ce qui est hostile sera jeté en prison ou poussé à l'exil ou fermé. Voilà la conception militaire d'un officier de renseignement des médias. Donc encore une fois, on n'est pas dans la politique, on est dans une gestion sécuritaire d'une situation politique. Et ça va mener à la catastrophe et on va avoir ce genre de chaîne. Et ça va continuer tant qu'il n'y aura, ce ne sera pas la loi qui sera appliquée, mais des décisions d'un officier, un obscur officier, à partir d'une caserne et qui décide qui fait quoi dans le paysage médiatique algérien. Restez avec nous, Yahya Bounouar, et nous venons d'être rejoints par Hassan Mouali. Hassan, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir, Jamal. Merci, Sahartolkom tout le monde, et Yahya, notre ami Yahya aussi. حكمناك مع الهبطه مع خرجت من الخدمه حكمناك تسمى با دو ريبي du boulot au boulot. لا pas de répit, oui, c'est toujours avec plaisir. Merci. Alors Hassan, d'abord votre réaction sur cette caméra gâchée qui a indigné les Algériens et même à l'étranger où la presse est en train d'en faire les gorges chaudes, ou certes dans certains réseaux sociaux, la vidéo est même en train d'être sous-titrée dans d'autres langues, tellement ça a semblé ahurissant.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Jamal? Encore une fois, c'est un scandale qui suit d'autres scandales. Ben, on zappe d'un scandale à un autre, malheureusement. Ce pays est ainsi fait. Il n'y a plus de normes, il n'y a plus de sérieux dans tout ce qu'on fait. Après, bon, cette scandaleuse vidéo qui donne un petit peu un aperçu de la place qu'occupe la femme en Algérie, du peu de cas qu'on fait de la femme en Algérie, mais aussi de l'homme, parce que même le pauvre jeune, il s'est fait rouler dans la farine. Il semblait même un petit peu malade, un petit peu mal à l'aise. Il a été embarqué dans une mise en scène ahurissante, donc dont il ne connaissait ni les tenants ni les aboutissants. Donc, à la limite, ils sont tous les deux victimes. Il y a même qui parle d'abus de faiblesse sur la personne d'un être fragilisé. Je n'ai pas de certitude là-dessus, mais j'ai appris via des amis que le jeune serait malade. Voilà. Il serait malade. Donc, voilà. de ce point de vue-là, c'est en effet un abus de faiblesse. Mais passons. À la limite, tout ça, c'est des dommages collatéraux de toute la gouvernance en Algérie. Ce sont les méfaits, les sous-produits d'une certaine gouvernance qui fait que la médiocrité est partout, elle est permise. À commencer par ces chaînes de télévision qu'on appelle offshore, qui sont de droit étranger, mais qui activent en toute légalité, entre guillemets, en Algérie, comme si elles étaient des chaînes algériennes, alors qu'elles, dans la vraie vie, dans les textes, elles ne sont pas des chaînes algériennes, mais avec lesquelles le pouvoir s'accommode. Mais pourquoi le pouvoir ne les autorise-t-il pas? Pourquoi le pouvoir ne les régularise-t-il pas pour pouvoir continuer d'avoir barre sur elles ou pour une autre raison? Ce statut hybride, Jamal, passe-moi l'expression, c'est des bâtards cathodiques. Alors, ça lui permet de les garder en laisse. Il va les manipuler comme il veut. Il va les manipuler comme il veut. C'est un petit peu ce qu'il fait avec les journaux qu'il fait soumettre au chantage de la publicité. Donc, ces chaînes de télévision, à chaque 31 décembre, ils leur font signer des documents, des agréments d'une année. Et moi, en contrepartie des conditionnalités. C'est un petit peu comme les accords signés avec le Fonds monétaire international. Donc, c'est un contrat de programme, un contrat de performance dans la médiocrité et dans le soutien aveugle aux options du pouvoir. Donc, fondamentalement, c'est une option politique. Le pouvoir s'accommode de la médiocrité. Il veut abrutir le peuple, il veut infantiliser les peuples pour que ce peuple ne revendique pas, ne le dérange pas tout simplement. Donc, vu sous cet angle, je pense que c'est tout à fait, je suis tenté de dire logique, cette vidéo qui a fait scandale et qui, pour moi, n'est qu'un chaînon d'une multitude de scandales à tous les niveaux, participe de cette vision globale de la société qui consiste à la mettre sous la botte pour qu'elle ne bouge pas, pour qu'on prêche la médiocrité à tout va. Voilà, on sème la médiocrité. On sème la médiocrité Hassan, dans toutes les strates de la société. Justement, en ce moment où tout le monde parle de médiocrité, de ces médias, quasiment de médiocratie, le porte-parole du président de la République, puisqu'il faut l'appeler comme ça, et le ministre de la Communication, puisqu'il faut l'appeler comme ça aussi, sont en train de nous dire des choses que nous sommes dans l'erreur la plus totale. Pour le porte-parole, les chaînes algériennes et les médias algériens, d'une façon générale, sont les meilleurs des pays arabes et des pays africains. Pour le ministre de la Communication, il nous assène un cours magistral sur pratiquement la charité qu'ils sont en train de faire pour soutenir à bras le corps ces médias qui sont, il semble le dire entre les lignes, incapables de faire quoi que ce soit si ce n'était la charité publique. La presse algérienne, les médias algériens, les télés algériens, sont-elles vraiment les meilleurs d'Afrique et les meilleurs des pays arabes? Écoute, Jamal, ils sont carrément dans le déni des réalités. Ils sont dans le déni des réalités. Moi, j'ai l'impression leur conviction, c'est que les Algériens qui réfléchissent, les Algériens, entre guillemets, utiles pour la démocratie s'entend,
sont minoritaires. Ils sont minoritaires, donc c'est 5% d'Algériens qui gênent un petit peu le pouvoir, qui veulent que les choses changent, que le système soit débarqué, qu'il soit remplacé par un gouvernement démocratique qui a un ancrage populaire. Et que 95% des Algériens s'en fichent éperdument de ce qui se passe. Il est plutôt obéissant, il est soumis, il est plus ou moins content du régime, même si bon, parfois il étale sa colère, mais globalement, il est plutôt content. Donc c'est un postulat politique, sociologique de ce régime qui consiste à dire que l'opposition en Algérie se réduit à quasiment 5% de la population et que 95% sont plus ou moins contents. Donc un ministre n'a pas honte, n'a pas des contre-vérités, parce que lui, il ne s'adresse pas aux 5% qui constituent l'élite, qui sont les forces vives de la nation. Il s'adresse aux 95% qui sont très très loin des réalités du pouvoir, qui sont dans les préoccupations sont plus terre à terre. Les pauvres, le plus important pour eux, c'est d'avoir un sac de semoule, un bidon d'huile, et voilà. Mais les journalistes dans tout ça, Hassan, qui laissent leurs confrères se faire traiter, comme l'a été Qadi Hassan, comme l'a été Drarni, comme l'a été Abdessamih Abdelhaye, comme l'ont été d'autres, qui laissent leurs confrères subir le dictat de gens innommables que je ne pourrais même pas nommer. Ils sont où, nos confrères, Hassan Mouali? Alors, tu me donnes l'occasion, cher Jamaldine, pour le redire encore une fois, parce que j'ai la chaîne 3, dans une émission à la chaîne 3, j'ai honte d'être journaliste. J'ai honte d'appartenir à cette profession en Algérie, naturellement. Bon, le métier, c'est un métier noble, c'est extraordinaire, c'est vraiment, je respire ça. Mais malheureusement, ceux qui le font, hein, d'accord, il y a quand même, encore une fois, il y a toujours une minorité de battants et de combattants qui gardent la noblesse du métier, qui essayent autant que faire se peut c'est-à-dire de résister encore. Il y a des poches de résistance, mais là, globalement, la bonne majorité, malheureusement, elle est attirée par les mangeoires du pouvoir, donc qui par la publicité. Je ne sais pas si tu suis un petit peu, Jamal, les bifurcations des lignes éditoriales de certains journaux. Oui, et comment particulièrement l'un d'eux que je ne citerai pas. Hassan? Nous l'avons perdu, j'espère que nous allons pouvoir le retrouver. Je reviens à Amira Bouraoui. Amira Bouraoui, vous êtes avec nous, Amira Bouraoui? Amira? Alors, nous avons perdu Amira Bouraoui aussi, que nous allons essayer de retrouver. Rabah Sbah, vous êtes avec nous? Oui. Ah, très bien. Oui, Alors, oui, ça va. En ces temps de confinement, où, en plus de ce que vous nous avez appris de bonnes nouvelles, que nous sommes en train de revenir un peu à nos vieilles traditions, les contes, les histoires d'antan, les assemblées familiales autour de la Meïda pour discuter parce qu'on ne peut pas sortir et qu'on ne peut pas que regarder la télé, qu'il faut meubler 100 ans. Mais sinon, ça reste surtout la télé. Et donc, à un moment où ce pouvoir est en train de mettre les bouchées doubles, c'est un peu comme s'il profitait de cette aubaine du corona pour essayer de mettre le maximum de gens en prison et casser l'enthousiasme du Hirak, casser sa volonté, menacer, faire peur, terroriser même. Comment se fait-il que les gens qui regardent la télé, les gens qui lisent les journaux, ne savent presque rien de cette répression sauvage qui s'abat sur les plus audacieux, j'allais dire? Oui, alors justement, Jamal, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que les Algériens, dans leur grosse majorité, ne sont pas fixés sur ces chaînes, qu'elles soient d'ailleurs privées ou nationales. Vous savez très bien que non seulement il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi l'accès aux chaînes étrangères, notamment dans les plus proches, en l'occurrence française. Mais à Ramadan, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que les gens veulent, entre guillemets, souffler
notamment juste après la période de Hirak, pour, disons, se détendre, pour aller vaquer à certaines occupations, etc. Bien évidemment, un certain nombre de journaux parlent de ces arrestations, parlent de certains abus, notamment en direction de certains journalistes. Et entre parenthèses, notre ami Moali tout à l'heure a dit qu'il avait honte d'appartenir à cette profession. Je ne partage pas entièrement ça, parce que parmi ses confrères, il y a beaucoup de journalistes très dignes qui continuent à faire leur travail avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'engagement et surtout beaucoup de principes. Et donc cela parle justement de ces dérives, parle de ces excès. Mais bien évidemment, Jamal, comme vous le savez, des informations aussi sensibles, on fait tout pas pour les taire, mais pour essayer de leur donner le maximum de discrétion. Et bien évidemment, cette période après le Hirak, a révélé certaines choses inacceptables, hein, parce que un certain nombre de journalistes ont été inquiétés, pour ne pas dire arrêtés pour certains, tout simplement parce qu'ils exerçaient leur profession. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'ils avaient fait montre d'une quelconque menace envers l'État ou les institutions. Vous avez cité tout à l'heure une radio qui avait donné la parole à au moins deux ministres actuels, enfin ils sont devenus ministres, c'est-à-dire c'était une sorte de rampe de lancement, ce qui est précisément le cas pour la chaîne 3. Et comme vous le savez, un certain nombre de personnes qui sont passées dans une fameuse émission très cotée à la chaîne 3 ont fini par être nommés à des postes de responsabilité. Par conséquent, donc le contrôle qui s'effectue ne s'effectue pas sur la qualité de l'information, mais il s'effectue sur les possibilités de promotion. Parce que quand on passe quelque part, on a de la visibilité, etc., etc. Donc tout ça fait que nous vivons une période un peu particulière après donc l'arrêt du mouvement citoyen. Confinement oblige, plus Ramadan, etc. Mais je pense que les réactions se feront plus vivaces et plus visibles après cette histoire de confinement. Alors, Rabah, si vous permettez, après le 22 février, le Hirak, la naissance du Hirak, juste avant, quelques jours avant, beaucoup d'observateurs avertis, de sociologues, de journalistes, n'étaient pas loin de penser que l'université était morte et enterrée, qu'elle ne pouvait plus être cette chose qui peut être à l'avant-garde d'une société, qui peut être la conscience politique d'un pays, d'un peuple. Et ce même peuple qui était tellement anesthésié, tellement, j'allais dire, victime d'une corruption de masse, qu'on pensait de lui aussi qu'il n'allait plus jamais se réveiller jusqu'au jour où le camion, où il se prendrait un camion dans la figure. Et puis, d'un seul coup, ça a été un éveil absolument fabuleux. Et vous, le sociologue, comment expliquez-vous cet éveil tellement massif, qui a concerné tellement de millions d'Algériens, qui a été civique de bout en bout, qui a été de la joie, de la fierté d'être. Comment peut-on comprendre un tel phénomène? Si Jamal, vous m'aviez déjà fait l'honneur de l'hospitalité dans une des émissions et j'avais utilisé une formule que vous avez d'ailleurs reprise. J'avais dit qu'en fait, l'irruption de Hirak, du mouvement citoyen, n'est pas un surgissement, mais un aboutissement. Alors, ce n'est pas un surgissement comme ça, c'est-à-dire du jour au lendemain,
sorte de quelque chose comme un catalyseur qui a produit donc tout ce mouvement, mais c'est l'accumulation d'une série de choses dans le temps qui peut aller jusqu'au avril 80, c'est-à-dire le printemps amazigh, puisque on vient de fêter il y a pas longtemps donc 40e anniversaire. Et en fait, de fil en aiguille, les choses, qui étaient plus ou moins sporadiques, des manifestations par-ci, des grèves par-là, des marches dans telle région. Rappelez-vous les répressions qu'il y a eu à Ouergla, à Gardaya, à Bchar et à d'autres régions du pays, plus ou moins éparpillées. Le 22 février, en fait, c'était un peu l'aboutissement de tout ça. C'est-à-dire un processus... Oui, mais pardon de vous interrompre, Rabah Sbah. Oui. Ces mouvements de contestation dont vous nous parlez, qui étaient un peu épars, c'était surtout des revendications socio-professionnelles, sociétales. Ce n'étaient pas des revendications purement politiques. Oui, c'est en effet, mais même si parfois elles revêtaient d'autres aspects que socio-professionnels, on voulait les confiner dans cette dimension. Oui. Vous savez, à Gardaya, puisque j'ai parlé tout à l'heure, ou à l'époque déjà du printemps amazigh, il n'y avait pas de revendication d'ordre socio-professionnel. Rappelez-vous, si jamais, le avril 80 avait commencé par l'interdiction d'une conférence de Mouloud Maamri, ça n'a rien de socio-professionnel, et par la suite, tout le mouvement avait revendiqué la réhabilitation des langues et des cultures locales. Ça n'a rien de socio-professionnel. Vous voyez. Oui. Donc, il y a, disons, dans les ancêtres du Hirak, cette dimension d'exigence, d'éveil de la conscience sociétale, mais bien évidemment, la revendication d'ordre socio-professionnel fait partie des choses de la vie. Oui. Vous savez, quand vous avez des salaires rachitiques, quand vous avez des régions dépourvues d'hôpitaux, d'écoles, de nourriture, parfois, il est tout à fait naturel que les gens réagissent à ce niveau-là. Mais avec le Hirak, c'est vrai qu'on a noté surtout un sursaut au niveau de la conscience d'ordre sociétal, parce qu'il y avait un contexte aussi, si jamais, rappelez-vous, le contexte du 5e monde. Allô ? On vous écoute, Rabah Sbah. Oui, rappelez-vous donc le contexte dans lequel est apparu le mouvement citoyen, le Hirak. Le contexte, c'était le refus du 5e mandat, etc., etc. Donc, en fait, il y a toute une série de paramètres à la fois endogènes et exogènes qui ont fait que ça a pris cette forme-là. Mais en fait, c'est un aboutissement, à mon avis. C'est un aboutissement, un long processus, qui a comme une sorte de flot qui a drainé sur son chemin un certain nombre de refus, un certain nombre de réactions, voilà. Et en fait, oui. Et restez avec nous. Oui, poursuivez, allez-y, poursuivez. C'est-à-dire, mais il y a beaucoup de choses ont mûri et se sont affinées une fois le Hirak déclenché. C'est-à-dire, beaucoup de choses ont pris une forme précisément grâce à ces marches hebdomadaires, aux discussions, aux débats qui ont eu lieu précisément après le 22 février. Et restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission à Rabah Sbah. Nous sommes dans un dernier tour de micro. Je reviens à Amira Bouraoui. Vous êtes avec nous, Amira? Oui, je suis là. Alors, Amira Bouraoui, vous, la battante, vous, la militante, qui êtes sur tous les fronts depuis très longtemps maintenant, très longtemps relativement, vous êtes encore jeune. Amira, comment faire pour se convaincre que ce coronavirus n'a pas définitivement neutralisé le Hirak, que le Hirak est encore vivant? Comment faire pour s'en convaincre d'abord et comment faire pour que ce ne soit pas le cas? Alors, je pense qu'on n'a pas besoin de s'en convaincre parce que tous les militants et tous les gens sont convaincus et attendent en fait
la levée de cette crise sanitaire pour pouvoir regagner la rue. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris les autres, parce qu'ils sont un peu nostalgiques. On a l'impression qu'il y a une sorte de boumédianisation, mais en plus médiocre. Et je me pose la question, est-ce que toutes ces boules puantes qu'on nous envoie dans la tronche via les médias, à travers ces caméras cachées, est-ce que ce n'est pas justement un train pour en cacher un autre? Parce que nous sommes en train de vivre carrément une rafle. C'est une rafle de militants. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Mais ce qu'ils pensent, c'est-à-dire s'ils pensent faire peur à d'autres militants. Moi, tout à l'heure, je parlais à un militant, je ne donnerai pas son nom, mais tout le monde se dit prêt et psychologiquement prêt à être ramassé. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont plus peur de la prison. Et combien vont-ils en ramasser? Des centaines, des milliers, il y en a beaucoup plus. Et s'ils peuvent nous ramasser, nous, ici en Algérie, nous en avons une relève des milliers qui vivent ailleurs qu'en Algérie, dans les autres pays, et qui ne pourront pas ramasser. Et que la guerre s'est faite aussi via les réseaux sociaux. Et eux, ils auront encore accès aux réseaux sociaux, même si nous, on n'aura plus accès aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire une guerre perdue d'avance. Elle est perdue d'avance. C'est-à-dire s'ils ont un minimum d'intelligence, comme on leur disait, M. Benchenouf, en 2014, si vous étiez un peu intelligent, vous ne nous imposeriez pas ce troisième mandat, ce quatrième mandat. Ça va mal finir pour vous. On leur dit encore, essayez d'être un peu intelligent. Ce n'est plus possible. Nous ne sommes pas dans les années 70. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est-à-dire que même s'ils sont en train d'étouffer les médias, de censurer Maghreb émergent, de ramasser les journalistes, c'est-à-dire quand vous posiez tout à l'heure, est-ce que nous avons les meilleurs médias du monde? Non, nous n'avons pas les meilleurs médias du monde, comme on nous saoulait avant avec nous avons les meilleurs hôpitaux du monde. Mais nous avons de très bons médecins, nous avons de très bons journalistes, nous avons de très bons militants. Oumaranash Habsin. Barakallahu fik, restez avec nous, Amira Bouache, jusqu'à la fin de l'émission. Yahya Bounouar m'a fait rire, Amira, avec sa fraîcheur. Vous êtes d'accord avec elle quand elle leur parle, elle leur dit « Essayez d'être un peu intelligent, nous ne sommes plus dans les années où vous faisiez de nous ce que vous vouliez ». Je crains qu'elle prêche dans le désert. Elle a en face d'elle des gens, elle les connaît, elle le redit, mais elle a en face d'elle des gens qui ne sont pas accessibles à ce raisonnement, qui ne sont pas accessibles à une analyse socio-culturelle et politique de la situation, puisqu'ils voient en le Hirak un ennemi à traiter de manière sécuritaire et non pas un mouvement politique profond qu'il faut traiter de manière politique. Mais Yahya, pardon de vous interrompre. Yahya, pardon, c'est très important. Parmi ces gens, je m'excuse de vous interrompre, parmi ces gens qui ont le pouvoir en main, il y a tout autour d'eux des technocrates, des grands serviteurs de l'État qui font fonctionner ce pays. Et ils ne sont pas aussi suicidaires que ceux que vous êtes en train de décrire. Pourquoi cette foule de commis de l'État, de serviteurs de l'État, qui savent qu'ils sont dans le même Titanic, pourquoi ne réagissent-ils pas? Je vais vous répondre très clairement. Ce que vous êtes en train de dire correspond à un homme politique, à quelqu'un qui a une vision, qui a une conception, qui a des convictions, et les techniciens peuvent lui expliquer ceci est possible et ceci n'est pas possible, on va faire comme ça ou comme ça. Mais ceux qui détiennent le pouvoir sont des généraux sécuritaires, c'est des gens qui ont appris à réprimer, écouter, suivre, envoyer en prison, éventuellement torturer et tuer. Donc on n'est pas, vous êtes en train de parler à des gens qui sont totalement inaccessibles à ça, puisque leur formation, la seule vision qu'ils ont de la société, elle est sécuritaire. Donc ils ne feront que ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire du sécuritaire. À chaque fois qu'ils ont été face à une crise, eh bien ils ont fait quoi? Ils ont tué, envoyé en prison, torturé, etc. Et ils sont en train de refaire la même chose depuis la fin du mois de juin. Et lorsque Gaïd Saleh est devenu fou, on est passé de la gestion politique à la gestion sécuritaire. Et on est toujours dans la gestion sécuritaire. Arrêter, embarquer, faire taire, mettre les médias sous la botte,
Maintenant, on en est aux réseaux sociaux. Celui qui écrit, c'est tout ce qui leur échappe. Les réseaux sociaux leur échappent. Ils ont tous les médias sous leur botte, sauf les réseaux sociaux. Et là, maintenant, d'ailleurs, ils sont en train de faire une loi pour fermer la bouche à tous ceux qui s'exprimaient sur les réseaux sociaux. Et ainsi de suite. Donc, ces gens-là ne font que ce qu'ils savent faire. Et ce qu'ils savent faire, c'est la répression. C'est pour cela qu'on demande depuis des mois, il faut arrêter la répression et faire de la politique. Mais malheureusement, pour faire de la politique, il faut être un militant ou avoir des convictions politiques. Ils n'ont aucune conviction politique, ils ne sont ni de droite ni de gauche, ni islamistes, ni rien du tout. Ce sont juste des officiers de Mokhabarat. Restez avec nous à la fin de l'émission Yahya Bounoua, l'émission qui ne va pas tarder à finir. Hassan Mouali, finalement, nous sommes un peu... Cette histoire de vidéo, elle nous a montré, c'est comme un signe qui nous a montré que nous sommes un peu sur Titanic, hein, nous sommes à bord de Titanic, mais avec de surcroît un commandant de bord sourd, aveugle, comme vient de le dire Yahya, qui n'écoute pas, qui ne réfléchit pas, qui va droit devant, même si c'est dans un mur. Comment faire avec en plus ce confinement? Comment faire, Hassan Mouali, pour essayer de secouer le cocotier, de nous réveiller, de ne pas aller au mur? Comme l'a dit Amila tout à l'heure, je pense que aussitôt que la crise sanitaire se sera terminée, je pense que tout le monde va reprendre le hirak, la protestation va reprendre de plus belle. Là, en ce moment, je suis certain que tous les hirakistes, tous les Algériens qui veulent qu'il y ait un vrai changement démocratique en Algérie attendent avec impatience que cette crise sanitaire se termine pour reprendre la contestation, parce qu'on n'est pas satisfait de ce qui se passe, parce que l'offre du pouvoir ne nous satisfait pas par rapport au sacrifice, parce que une année de marche, une année de protestation, c'est quand même énorme, ça ne s'est jamais vérifié dans le monde entier. Donc par rapport à ce qui nous a été offert entre guillemets, c'est vraiment, on ne peut pas accepter, c'est une proposition indécente qu'offre le nouveau pouvoir au peuple algérien. Comme l'a dit Amila tout à l'heure, il se passe pratiquement pas un jour sans qu'on entende qu'on a ramassé un militant quelque part dans l'Algérie profonde, à l'est, à l'ouest, un peu partout. Pour un oui, pour un non. Parfois, leurs arguments sont insignifiants. Un petit post sur Facebook et on embarque le gars, on le présente devant le procureur et puis mandat de dépôt. On n'a jamais vécu ça, même du temps de Zerouel. Parce que c'était la période un petit peu où il n'y avait pas de... C'était une armée qui avait un État à l'époque, avec la situation qui prévalait en Algérie. Donc, on se permettait à peu près tout. Mais on n'a jamais vécu ça. Sous Bouteflika, 20 ans de bouteflikisme qu'on aborde tous, on n'a pas vécu ça. On ne peut pas dire qu'il y avait beaucoup de liberté sous Bouteflika, mais quand même, on n'a pas atteint ce seuil malheureux. Où tout n'est pas permis. Mais si tout est permis, tous les coups sont permis par contre le peuple algérien. C'est une descente aux enfers que nous sommes en train de vivre et ça nous choque d'autant plus que le chef de l'État Abdelaziz Tebboune, Abdelmadjid, voilà, lapsus révélateur, Abdelmadjid Tebboune, au soir de son élection, il promettait qu'il ira au maximum dans la liberté d'expression, qu'il va libérer l'Algérie et tout, qu'il va garantir la liberté des médias. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, 4-5 mois plus tard? C'est vraiment la Corée du Nord, je suis désolé de le dire. Mais est-ce qu'il a les coups des franches, Tebboune? Est-ce qu'il peut faire quoi que ce soit? Oui, Jamal, je suis d'accord avec toi. Après, là, on est dans l'analyse politique. Je partage entièrement ta vision. Je pense qu'il n'a pas les coups des franches. Je pense qu'il est en train d'essayer de récupérer des parcelles de pouvoir. D'ailleurs, aujourd'hui même, l'installation d'un nouveau responsable du SPP. Donc, l'héritage de Gaïd, il est très lourd. Donc, je pense qu'il est en train de nettoyer un petit peu pour placer ses hommes à lui et éventuellement proposer une offre. Je souhaite que ce soit ça.
que les choses vont changer très bientôt. Parce que tel que c'est mené, la politique actuelle, elle est suicidaire. Elle est suicidaire pour le peuple, elle est suicidaire pour de bonnes compagnies. Pourquoi? Parce qu'il y a un double contexte sécuritaire, sanitaire et économique et financier qui est exécrable. Avec la crise du coronavirus, qui a carrément mis l'Algérie en mode veille. Ça ne bouge pas, ça ne travaille pas en ce moment en Algérie. Tu dois savoir, Jamal, qu'il y a même des entreprises de Sonatra qui ont prié leurs salariés de rentrer chez eux. D'accord. Même c'est-à-dire aussi. Donc l'Algérie est en train d'évoluer au ralenti. Et en face, qu'est-ce qu'on a? On a notre cher baril du pétrole qui vaut une poignée de dollars, 15 dollars ou 17 dollars. Alors que la loi des finances 2019-2020 était tablée sur 60 dollars. Un prix moyen de 50 dollars. Tu imagines un petit peu. Ouais. C'est dramatique. L'horizon économique, d'ailleurs, il y a une semaine de ça, j'ai lu un compte rendu de l'agence américaine Bloomberg. Elle prédisait, qu'à Dieu ne plaise, elle prédisait de sombres perspectives financières, économiques et sociales pour l'Algérie. Donc, après la crise du coronavirus, après la crise, il va y avoir des crises après. Des crises. Une crise qui va ouvrir, qui va donner naissance à des crises sociales et économiques et financières. Et merci. Merci Hassan Mouali, merci Rabah Sba, merci Yahya Bonouar, merci Amira Bouraoui, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivi cette vidéo qui a été au centre de notre émission d'aujourd'hui. Nous a montré toute l'étendue des dégâts. Nous a montré que tout ça n'est construit que sur de la médiocrité, que ces institutions dont on nous rebat les oreilles ne sont que des institutions en trompe-l'œil, des façades derrière laquelle il n'y a rien d'autre que du petit trafic, des compromissions, de la connivence, de la chita, que de la préparation à quitter le Titanic avant qu'il ne sombre, pour dire les choses comme elles sont, quitte à faire peur. Mais nous restons maîtres de notre destin. Nous restons maîtres de notre rêve, qui est celui de construire un état de droit. Le corona ne nous a pas vraiment arrêtés. Il ne tient qu'à nous qu'il nous permette de nous ramasser, de nous consulter, de nous reconstituer, de nous préparer. Et j'incite surtout le journalisme citoyen, celui qui se développe dans les réseaux sociaux, à être plus présent que jamais pour compenser ce manque de vrais journalistes, qu'on vient de le dire Hassan Mouali, pour être aux côtés des vrais journalistes qui font honneur à leur métier, à leur profession, à leur pays. هذا ما نقول لكم نبقاو خوا سلمية plus vigilants que jamais, confinés surtout. Ne laissez personne vous dire que vous pouvez sortir. La vague n'est pas encore arrivée. Tebboune nous a promis, ou nous a dit dans sa tête de Nostradamus, qu'il prévoyait la fin de l'épidémie à la fin avril. Des experts autrement plus sérieux nous disent que c'est à la fin d'avril que la vague va vraiment arriver. Donc, prenez soin de vous, de vos familles, restez chez vous. بقاو على خير بسلامة وصحة فطوركم.